Bonjour à tous. Je peux vous prendre la petite télécommande pour... Je vous remercie. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de recherche que je mène en éco-conception et sur la valorisation des matériaux de seconde vie, en soulevant l'hypothèse que la façon dont on va gérer les déchets demain va surtout se baser dans une stratégie qui va se situer bien en amont de la gestion des déchets, sur l'étude de la régénération de l'intégralité des valeurs qui vont permettre aux matériaux de continuer à circuler le plus longtemps possible en conservant leur intégrité. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Nouvelle stratégie de valorisation du couple forme-matière, design as unusual », dans la mesure où ça transforme, disons, de façon assez radicale la façon dont on pense les produits, mais bien au-delà, l'intégralité de la conception et de la chaîne de production des différents produits. Je vous présenterai donc sous cette forme-là quels sont les contextes et les disciplines dans lequel je fais ma thèse actuellement, quels sont les constats actuels, les manières de régénérer les valeurs et les critères qui vont permettre la recirculation. Je me concentrerai d'abord sur les critères qui permettent la recirculation des matériaux. Je vous montrerai quelques exemples pédagogiques qui sont faits au sein du master design prospective, mais également avec les ingénieurs en cycle ICM. Et je terminerai sur une conclusion et des perspectives sur ce que ça peut amener en termes de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles territoriaux. La thèse se positionne globalement entre trois grands champs de recherche qui sont les sciences humaines, sociétales et environnementales, les sciences de la conception et les sciences des matériaux. Donc mon travail de recherche se situe donc en tant que designer, dans la mesure où on est une discipline qui est très transversale. Je me situe, disons, à l'interface entre ces différents champs de recherche. Le constat aujourd'hui, qui est ici un tout petit peu caricatural, mais c'est très, très caricatural, mais qui existe quand même depuis très longtemps. Quand on va collecter des déchets, on commence... Il y a des phases qui sont relativement destructives au niveau de la collecte. Quand on voit l'intégralité des camions de poubelles qui circulent dans la ville, ça commence déjà par une phase de compactage des matériaux. Et ensuite, j'ai mis à enfouir, on peut toujours parler il y a une partie des matériaux qui sont recyclés dans le meilleur des cas, et après au niveau de la valorisation comprend éventuellement de la valorisation énergétique, mais qui est toujours basée sur le postulat qu'on va d'abord opérer une destruction sur l'intégralité des matériaux. Le modèle qui est proposé, qui se développe donc principalement, aujourd'hui l'état de l'art commence à se développer dans le monde de l'architecture et à prendre une place importante dans certains pays. Je pense notamment à la Belgique, mais il y a certaines initiatives qui commencent à arriver en France. On change de paradigme. On est plutôt dans l'idée d'apporter un soin considérable au niveau de la collecte. Et donc ça suppose de démonter les matériaux, de les conditionner soigneusement et, in fine, de pouvoir les stocker non plus sur des critères qui sont uniquement des critères, disons, quantitatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir, le principe, c'est pas juste de savoir combien il y a de tonnes de bois ou de verre, etc., qui arrivent, mais de rentrer sur une attention beaucoup plus fine à ce qu'embarquent les matériaux avec eux, et notamment en matière d'intégrité formelle. Donc démonter, conditionner, stocker par forme, pour ensuite développer de nouveaux modèles économiques qui seront principalement basés sur la préservation des différents matériaux. Donc je vous présente ici, c'est un petit schéma que j'utilise beaucoup en enseignement, que j'avais développé au sein du post-diplôme design et recherche ici à la Cité du Design. Donc je l'ai dessiné en 2009.
on parle d'économie circulaire, mais en réalité, c'est une véritable simplification du processus que de parler toujours de boucles. Je préfère dessiner le voyage des matériaux, disons, plus sous la forme d'une spirale. Quand vous avez une entrée de matière première, lorsqu'intervient le design, l'ingénierie, on est généralement dans une logique de projet. Dans cette logique de projet, on a souvent tendance à imposer aux matériaux l'idée qu'on a dans la tête. C'est-à-dire qu'on va être plutôt dans un rapport de force aux matériaux, plutôt que faire un petit peu ce dont parle de manière très très poétique Ingold dans son ouvrage Les matériaux pour la vie. Il dit de mêler nos forces à celles des matériaux. Donc, pour illustrer ce schéma de la spirale, je vais tout simplement, là j'ai utilisé 3 couleurs de façon très schématique. Imaginez une brique qui rentre, donc l'entrée de matière première serait de la terre. Vous avez une première étape de conception qui va être donc de dessiner cette brique, ce qui va demander l'extraction et beaucoup d'énergie pour la mise en forme et la cuisson de cette brique. Une fois que le matériau embarque avec lui cette quantité d'énergie, il va passer par exemple au niveau de la ligne jaune, par exemple un siècle complet dans un bâtiment. Qu'advient-il lorsque le bâtiment arrive en fin de vie? Les premières options qui existent généralement, c'est de démolir le bâtiment, mais vous pouvez éventuellement proposer une déconstruction soigneuse des différents éléments. Là va intervenir une nouvelle étape de création qui va être destinée à s'interroger sur le devenir de cette brique au cours de son cycle de vie. Elle peut devenir éventuellement, tout d'abord, elle ne pourra plus intégrer les éléments porteurs du bâtiment, parce qu'elle aura des propriétés mécaniques qui auront légèrement souffert avec le temps, elle va devenir poreuse, etc. Donc elle peut être dangereuse si on l'utilise dans les parties structurelles d'un bâtiment. On peut éventuellement l'intégrer dans un chemin de pavage, dans des murets, etc. Ce qui peut par exemple prolonger sa vie d'une 50aine d'années. Ensuite intervient encore une nouvelle étape créative qui va consister à s'interroger, une fois que la brique sera considérablement usée, qu'elle ne pourra plus être utilisée dans sa seconde vie. Éventuellement, on peut penser utiliser les gravats, etc. et toujours rentrer dans un prisme de plus en plus petit sur la matière pour trouver de nouveaux usages. Ce qui est d'ailleurs le propre du design, c'est de réfléchir sur les usages. En dernier lieu, ce que vous voyez en pointillé, c'est quand on arrive au niveau de la poussière, il n'y a plus beaucoup de possibilités pour introduire les formes dans un nouveau cycle. Et c'est là que ça commence à devenir pertinent de penser aux stratégies de recyclage. Mais avant d'introduire le recyclage, il y a de très nombreux chemins qui existent justement pour pouvoir conserver les propriétés et les qualités des matériaux. Donc je vous donne cette définition de la forme dans la mesure où propriété et qualité des matériaux sont dans mon travail absolument essentiels, parce qu'on raisonne beaucoup sur les propriétés des matériaux, c'est ce que fait le recyclage, c'est pour ça qu'on va séparer le verre de l'acier, du plastique, du carton, mais néanmoins les matériaux embarquent avec eux un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs historiques, des valeurs d'unicité, de réversibilité, des valeurs d'auteur, des valeurs symboliques, qui donnent... donc on voit bien que ça va bien au-delà aussi de la simple valeur économique d'un matériau, et qui permettent de l'introduire et de l'emmener beaucoup plus loin. Donc je vous donne un exemple que j'utilise beaucoup dans le cadre d'exemples pédagogiques. Ici, il s'agit le cas d'une bouteille. Donc vous avez ce pourquoi le produit est dessiné. Ensuite, il peut continuer à poursuivre sa vie dans le même usage, notamment donc, via le réusage ou le réemploi. Et ensuite, on a le recyclage. Donc je vous ai mis ici les champs qui sont développés dans le cadre des définitions proposées par l'Union européenne et dans le droit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un champ qui est pratiquement inexploré et qui est une ouverture absolument considérable pour les entreprises, les collectivités territoriales, les designers, les ingénieurs, les architectes,
tous ceux qui vont se poser des questions autour de la circulation des matériaux et de la possibilité d'inventer de nouveaux usages. Le positionnement de la thèse se trouve à ce niveau-là, comment on peut les détourner d'abord, c'est-à-dire trouver un nouvel usage sans avoir à les transformer. Et ensuite, au fur et à mesure de la vie du matériau, quand l'objet a perdu l'usage pour lequel il avait été conçu, pour différents degrés, différentes graduations de transformation des formes avant de penser à les introduire dans un système de gestion des déchets. C'est ce que fait le recyclage. D'ailleurs, le recyclage est une stratégie de gestion des déchets. Tout ce que vous voyez avant ne sont pas encore des déchets. Donc, les critères qui permettent la circulation des matériaux neufs, on va pouvoir parler de la disponibilité des matériaux, l'aspect prévisible, la capacité de décrire avec précision. Donc là, on va parler des champs de la science des matériaux, avec les propriétés, les qualités des matériaux. Et ensuite, les garanties juridiques qui vont permettre à ces matériaux d'être prescrits par les différents professionnels. Donc, plusieurs aspects. On peut parler donc, des déchets post-consommation, difficiles à prévoir. La disponibilité relativement aléatoire en raison de la saisonnalité de ces différents matériaux. Et la capacité de décrire avec précision, c'est très délicat dans la mesure où ces matériaux ayant traversé une première phase d'usage, il y a un manque de traçabilité. Le deuxième point sont les déchets de fabrication. Donc là, on peut anticiper leur disponibilité, la disponibilité des matériaux en faisant ce qui s'appelle une analyse du métabolisme territorial. On peut aussi les prévoir parce que c'est lié à des flux de production. Par contre, quand il y a eu une phase d'usage, c'est difficile de les décrire avec précision. Et le dernier point sont les déchets de fabrication, qui bien souvent sont finalement pratiquement à l'état neuf. Donc là, ça va être le domaine dans lequel c'est le plus facile de pouvoir anticiper, les rendre prévisibles et de les décrire avec précision, notamment avec les fiches matériaux. Quels sont les modèles qui existent aujourd'hui pour refaire circuler la matière? Plusieurs, des modèles de type associatif, public, comme ce qu'est en train d'initier la déchetterie de verre en Gironde, qui propose pratiquement un supermarché à l'envers où vous pouvez venir déposer des choses, trier, mais en même temps repartir avec des matériaux. Troisième aspect, c'est par exemple le modèle expérimental, avec ce que propose Bellastock à Paris ou l'association Open Source à Saint-Étienne. Les modèles pédagogiques qui sont en train de foisonner dans de nombreuses écoles d'art en France, notamment avec la création et l'arrivée des différentes récupérathèques. Et enfin, les modèles entrepreneuriaux, donc à l'exemple de Rotor des Constructions à Bruxelles, le Rebuilding Center à Portland. Donc ce que l'on fait à l'école des mines, on a pris un objet qui est un petit peu notre objet totem, qui est un bel objet pédagogique parce qu'il n'est ni trop simple ni trop complexe. Une chilienne, pour montrer, donc celle-ci c'est une que j'ai dessinée il y a 2 ans, pour montrer qu'en utilisant l'éco-conception sur la gestion des déchets, on peut arriver à une qualité qui est similaire ou qui brouille la notion entre ce que l'on considère comme étant des déchets et ce que l'on peut faire en termes de produits neufs. Sauf que ça amène du coup des stratégies de production qui sont radicalement différentes, notamment des variables dont il faut tenir compte et qui vont transformer la morphologie, l'identité des différents produits. Donc vous avez par exemple ce même objet qui ici se retrouve décliné de différentes manières en fonction de la disponibilité des gisements qui sont disponibles. Et les derniers points sont les expériences pédagogiques qu'on a fait avec les étudiants de Master Prospective Design, qui consistent à explorer un certain nombre d'objets. Comme ça. Ça a donné lieu donc à des objets comme celui-ci, hein, qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec ce que l'on peut entendre en termes de gestion des déchets. Puis ici, en fait, vous voyez certaines déclinaisons de cet objet. C'est très lié aux spécificités des matériaux de réemploi. Donc au niveau, voilà, la façon de produire les objets, comme je vous le disais tout à l'heure, induit des modèles de production, des stratégies territoriales, donc ça va bien au-delà de l'objet lui-même. C'est depuis l'extraction des matériaux, ou tout du moins leur identification, et tout ce qui va permettre leur recirculation. Donc ça amène à réinventer finalement
un modèle relativement large qui va toucher et les entreprises, et les particuliers, et les collectivités territoriales. Donc, dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse principalement à l'échelle de la région Rhône-Alpes, qui identifie les acteurs et les matériaux à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préserver les valeurs, les qualités et les propriétés de ces matériaux, définir des indicateurs, donc ça a été dit ce matin, donc comment on va mesurer toutes ces choses-là, en termes d'impact environnementaux, d'impact sociaux, d'impact économique. L'objectif, c'est de définir des pré-modèles et enfin mettre en place des partenariats industriels, académiques et publics qui vont permettre de rendre tangibles, palpables ces solutions et de proposer des alternatives beaucoup plus intégrées dans les spécificités territoriales pour essayer de renouer entre la provenance des matériaux et l'identité même des produits. Voilà, je vous remercie pour votre attention.